El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Y las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arracaille du 5 mai 2026, qui sera consacrée, pour sa partie artistique, à un artiste afro-américain, Henry Taylor, actuellement présenté au musée Picasso. Et nous porterons au cours de cette émission un regard en marche sur l'art et nous dénoncerons les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour tout le monde. Vous pouvez toujours nous mettre un petit mot sur notre blog artracaille.fr. J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi, oui, que le solidaire, oui, de se partager. Un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leur pognon pour en faire un feu pour réchauffer le sans-abri quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours aux manifestations, amis, le 1er mai, pour dessiner un horizon pour nos humanités. Toujours le cœur contre le front, ouais, lâche-moi ton briquet. Toujours le cœur contre le front, moi j'ai le poing levé. Sur les réseaux, la fachosphère vient toujours gangréner le cœur de mes humanitaires, envie de tout casser. Contre les barbares de la terre, amis, faut pas lâcher, nous serons la lutte. Contre les croix des religions, les enfers du progrès, contre les maquerelles du pognon, contre les croix gammées. Amis, s'il faut planter des fleurs ou lancer des pavés, nous serons la lutte. Entre les trous noirs et les guerres, nos univers écartelés, entre nos salaires de misère et l'odeur des charniers. Si c'est toujours toi populaire contre la société, nous serons la lutte. Contre les marchands du malheur, des bonheurs bon marché, les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité. L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier, nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, amis, un 1er mai. S'il faut cramer la financière, ouais, lâche-moi ton briquet. Ouais, pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon c'est la galère, ouais, pour l'éternité. Un jour j'irai brûler la bourse, amis, un 1er mai. Amis, si pour sauver la terre, faut pendre le banquier. Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts. Avec le peuple enfant des plaines ou celui des quartiers. Avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers. Avec le peuple camarade qu'on vient le 1er mai. S'il faut monter la résistance contre les enculés. Amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer. Des sourires des politicards, des sourires de banquiers. S'il faut garder le cœur anard, garder le poing serré. Un jour j'irai brûler la bourse, ouais, lâche-moi ton briquet.
avec les potes manifestants s'il faut la lutte armée. Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer, un peu commune, égalitaire, oui, fleur d'humanité, pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet, dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté, dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté. C'était une chanson de Saez, 1er mai. Aucune messieurs, aucune mesdames, aucune hésitation. Qu'aboyait à Mâcon la môme Le Pen et l'andouille de Vire Bordella lors d'un meeting nazi ce vendredi 1er mai 2026. Petit rappel, mai 1886, où une bombe explose lors d'un rassemblement pour l'obtention de la journée de 8 heures, près de High Market Square à Chicago. Des policiers sont tués, notamment par des tirs de leurs collègues paniqués. 8 hommes sont arrêtés, jugés et condamnés à mort. Voici ce qui rassemblait les foules ce jour de printemps où, jadis, on portait une fleur rouge d'aubépine sur le revers d'une blouse ou d'un corsage d'ouvrier ou d'ouvrière, remplacé aujourd'hui par un brin de muguet, un héritage malodorant du maréchal Pétain, Félon, Philippe, du maréchal Félon, Philippe Pétasse. Alors oui, on peut dire que les idiots utiles de l'extrême droite au service du grand patronat sont légitimes en tant qu'héritiers du maréchal. Nous voilà. Le muguet nouveau est arrivé, rien de plus, qui ne les autorise toutefois pas de nous faire croire qu'ils sont les défenseurs de la classe ouvrière asservie des usines ou des bureaux, de tous les humbles besogneux qui vident les poubelles, jouent aux équilibristes au 20e étage d'un immeuble en construction, sans papier, exploités par le patronat et pourchassés par la flicaille en dehors des heures de labeur et le repos forcé dans des cellules pourries de garde à vue. La France des chemises brunes du Rassemblement national, fils putatif du Front national, de feu Jean-Marie Le Pen, qui a fait ses armes dans le poujadisme et la torture en Algérie. Le Pen, la gégène, qu'on disait dans les mechtas des Aurès. Coup de peau, place de la République, à Pantruche, les fachos étaient absents et le champ libre et la parole libre aux syndicats par les voix, en particulier de 2 femmes, une fierté, Sophie Binet et Marie-Lise Léon. Et d'une harangue du père Méluche, mais après les discours syndicaux. Autre chose que les crachoteries des 8 chefs du Rassemblement national à Mâcon, les bruyères, que tout ce beau monde à gauche toute m'a mouillé les yeux de bonheur. Je ne sais pas si cela m'est particulier, le bonheur me fait cet effet. Le malheur aussi, mais différemment. Pour dire que je ne suis pas un robot, en reconnaissant dans des cases, des bagnoles ou des bicyclettes. Et v'là-t-il pas que je me casse la binette sur un bouquin d'Ellul, Anarchie et christianisme. Oui, les aminches, ils sont compatibles. Faut seulement se dépouiller de notre inculture résiduelle, ou de notre endoctrinement, tomber la veste et reprendre la blouse de l'arpette. Je vais m'y coller. Sérieux, besoin d'un coup de ripolin pour rafraîchir ma façade. Et des gouttes dans les chasses pour revoir les couleurs de la vie, en bouquinant Ellul, qui ne s'est pas marré tous les jours pour vivre en anarchie, sans quitter sa défroque de chrétien de l'église réformée, qui est une église plus fréquentable que celle des ors et des pompes papales. Qu'on se demande si les catholiques romains ont lu, un jour, les évangiles. Un doute me tire les potes. Toujours en soutien inconditionnel aux puissants,
l'Église de Rome, avec seulement quelques années d'expérience du monde ouvrier, avant de botter le cul des prêtres qui en avaient embrassé les misères. Lire ou relire Les Saints vont en enfer de Cesbron, qui a bouleversé mon adolescence, et ça dure, que je retrouve en plus un télo avec Ellul, loin des soupes politiques en toc, des prêcheurs de rien qui battent les marchés le dimanche matin. Un bon croche-patte et bédéboum sur le cul, le prédicateur d'encart. Allez, le vrai 1er mai, pas mort. Après plus d'un siècle, les solides pépères. Aussi, à propos d'Israël, l'écoute passionnante d'un ex-ambassadeur de l'État sioniste, Eli Barnavi, qui critique sévèrement les actuels tenants du pouvoir en Israël, une bande de malfrats, à propos des exactions qu'ils commettent pour le malheur des Palestiniennes et des Palestiniens de Cisjordanie, fous furieux religieux qui mettent à sac les terres et les villages cisjordaniens pour se les approprier et molestent jusqu'à ce que mort s'ensuivent ceux qui osent les regarder dans les yeux. Après la destruction quasi totale de la bande de Gaza, rien de surprenant, sauf quand c'est dénoncé par un tel personnage, ancien combattant de la Haganah, et fils et petits-fils de juifs communistes russes, comme lui-même le fut, et dont cet entretien nous conforte dans l'idée que tout n'est pas perdu dans cette histoire tragique pour le peuple colonisé de Palestine. Ouais, alors moi je peux revenir rapidement comme sur le 1er mai. Si on veut vraiment se plonger dans des images d'archives, il y a les films de Daniel Mermet, Une histoire populaire des États-Unis d'après Howard Zinn, qui sont vraiment très bien, où il revient vraiment sur tout l'historique du 1er mai avec ces grèves de travailleurs à Haymarket à Chicago. Donc c'est vraiment à regarder ces films et rappeler bien sûr que le RN n'est pas du tout un parti qui est un parti proche des travailleurs. Ça, on peut sans arrêt le marteler et vraiment le raconter autour de soi si par malheur on tombe sur des potentiels électeurs du RN. Rappeler que le RN a voté contre l'augmentation du SMIC, qu'il a voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, qu'il a forcé les travailleurs en CDD à accepter un CDI, qu'il est contre l'instauration d'un salaire minimum en Europe, qu'il est contre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, qu'il ne parle pas du tout de la remise de l'ISF, qu'il est contre le gel des loyers, enfin vraiment toutes ces mesures qui en fait permettraient aux classes qu'on dit laborieuses de pouvoir vivre un peu plus correctement. Le RN vote systématiquement contre tout ça. Donc, le vraiment social, c'est pas son truc. Non, et ça vraiment le rappeler parce qu'effectivement les médias bollorés font croire que le RN est un parti qui est proche des travailleurs. C'est absolument faux. Et pas seulement des travailleurs pauvres, mais aussi des classes moyennes, qui ont de plus en plus tendance à fréquenter les idées du RN, malheureusement pour eux. Je vais donc rebondir sur ce dont tu parlais, sur Israël, une fois de plus. Donc on va parler déjà de la raisonnement de cette flottille, donc qu'Israël innove donc encore une fois dans la violation du droit international, puisque ces forces armées auraient détenu durant 40 heures des militants sur un bateau prison, où ces militants ont été battus, et les ressortissants français sont arrivés, je crois c'est hier ou avant-hier matin, après de multiples interventions auprès du ministère français des Affaires étrangères. Et là, je fais référence à un article de l'Humanité, parce qu'il y avait une élue communiste du Conseil de Paris qui était parti, qui s'appelle Raphaël Primet, qui était parti sur une flottille avec 170 camarades. Donc là, ce sont Fabien Roussel et Yann Brossat qui sont intervenus. Mais
Donc, une fois de plus, les flottilles ont été interpellées, sauf que cette fois-ci, elles ont été interpellées à 900 km de Gaza, dans des eaux internationales. Donc, piraterie, piraterie. On parle d'actes de piraterie et le mot n'est pas faible. C'est exactement ce dont il s'agit. Et donc, des bateaux étaient partis de Marseille et de Barcelone et de Syracuse. Donc, bien sûr, qui tentent à chaque fois de bloquer le blocus, de briser le blocus qui est imposé à la Palestine depuis 2007. Et donc, en fait, ces bateaux interpellés, les militants ont été transférés en Crète, et après donc sur ce bateau prison où elle témoigne effectivement d'une violence terrible de la part des soldats israéliens qui leur ont balancé des sandwichs comme à des animaux, qui les ont obligés à rester d'une manière humiliée par terre, les mains sur la tête, enfin il y a deux personnes des flottilles qui n'ont pas pu revenir. Il y a un Brésilien et un Espagnol qui sont supposés d'après Israël avoir des activités terroristes. C'est Thiago Avila et un syndicaliste hispano-palestinien, Saïf Abou-Kessek, qui eux sont partis vers Israël pour être interrogés. Et là, effectivement, on peut craindre le pire pour leur sort, vu comment déjà ont été maltraités ces ressortissants, ces civils qui ont été pris comme ça, qui étaient emprisonnés. Et quand la France est interpellée, simplement le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dit simplement se rendre à Gaza, soit par la mer, soit par la terre est dangereux. On dirait vraiment une brève de comptoir d'un gars qui a bu 3-4 bières et qui sort une banalité. Enfin, on a comme affaire à un diplomate normalement. Je dirais plutôt du pastaga. Voilà. Donc c'est quand même assez scandaleux de voir que la France, effectivement, une fois de plus, reste un soutien d'Israël, comme la Grèce qui a permis aussi cette interpellation, parce qu'elle aurait pu intervenir avec ses bateaux. Bien sûr. De guerre. En Italie, il y a une équipe juridique qui a déposé plainte auprès du parquet de Rome afin qu'une enquête soit ouverte sur les responsables et que des poursuites pénales soient engagées, comme une manière quand même de réaffirmer que le droit doit prévaloir contre l'impunité. Et bien sûr, Washington n'a pas manqué de réagir, qui condamne une initiative pro-Hamas. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc pour lui, c'est une tentative infondée et contre-productive qui vise à saper le plan de paix de Monsieur Trump. Il a besoin de personne pour le saper lui-même. Donc comme tu dis, il s'agit de piraterie. La marine israélienne agit comme un agresseur armé en eau internationale, au-delà de sa juridiction, et menacer des civils sous la menace d'armes et exiger la reddition de leurs navires correspond donc à cette définition de la piraterie en droit international. Donc ça c'est pareil, n'hésitons pas à le dire. Je ne pense pas que les médias, d'ailleurs je ne sais pas quelle a été la reprise de ces arraisonnements dans les médias mainstream, si les chaînes en ont beaucoup parlé, je ne sais pas du tout. En tout cas là on est informés nous par les médias plutôt militants, donc on a des précisions. Sinon il y a cette page sur le site de l'Humanité là qui raconte ce qu'a vécu cette femme, mais pas elle toute seule, qui parle au nom de tous. Et vraiment, moi je leur dis, je les félicite pour leur courage, parce qu'ils savent très bien qu'en partant comme ça, ils vont être arraisonnés, ils vont être violentés. Enfin, et là, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à être interpellés aussi loin des eaux de Gaza. Au début, la dame, l'élu, a pensé que c'était plutôt, je ne sais plus, qu'il y avait quelque chose. Enfin, elle ne pensait pas du tout qu'il y avait déjà une attaque de l'armée israélienne à cet endroit-là, quoi. Ouais. Et nous, ça nous a valu, pour un dessin qu'on avait fait paraître sur notre blog, pour une des premières flottilles qui partait vers Gaza. Alors, c'était pas une flottille, c'était un bateau. Oui, c'était un bateau, il partait de Suède à l'époque. Ouais. Et on avait fait un dessin pour protester contre cet acte, justement, de piraterie. On montrait les Israéliens comme des pirates. Et on a été viré d'une radio ONI, où on travaillait avant, une radio pourtant d'ultra-gauche. On a été viré pour antisémitisme. Ouais. Et alors sinon, c'est pareil, je vais revenir aussi sur la situation à Gaza. Il y a Ziad Medouk,
qui est un Palestinien qui est toujours à Gaza. Il n'a pas été assassiné par les drones. C'est comme miraculeux parce qu'il participait à des petites vidéos qui s'appelaient Gaza Story. Donc je suis très étonnée qu'il n'ait pas été visé parce qu'on sait très bien que les Israéliens visent avec précision tous ceux qui sont plutôt leurs ennemis. Et Ziad Medouk donc vit toujours à Gaza et là il fait un petit bilan qui est très difficile bien sûr après 32 mois d'agression, 7 mois d'un cessez-le-feu comme il dit fragile qui n'est sans arrêt violé puisque depuis ces 7 mois Violé par Israël. Il y a quand même eu 830 morts et 2400 blessés palestiniens depuis et cette ligne jaune là qui est imposée par l'occupation qui avance de jour en jour avec une armée qui contrôle aujourd'hui 61% de la surface de la bande de Gaza quoi. Et donc, c'est exactement la même chose avec la Palestine. Ouais. Et donc il y a 140 camions qui entrent chaque jour par les passages contrôlés par l'occupation. On sait que c'est nettement inférieur à ce dont les Gazaouis ont besoin, parce que je crois qu'il faudrait 500 ou 600 camions minimum par jour. Et en plus, le problème, ce qu'ils racontent, c'est que ces camions transportent des bonbons, des biscuits, des chocolats, des boissons gazeuses. C'est vraiment ce dont personne n'a besoin. C'est tout à fait ce qui est le pire pour la santé. Il faudrait du pain, de la farine, des œufs, des fruits, des légumes, des poulets, enfin de l'eau potable, des chaises, des tables pour les centres éducatifs, des tentes éducatives, des matériels beaucoup plus nécessaires et surtout une nourriture qui soit une vraie nourriture, qui soit pas un semblant de nourriture, parce que donner du sucre, on sait bien que ça cause plutôt des problèmes de santé qu'autre chose. En plus, les diabétiques n'ont pas leurs médicaments, donc ça renforcerait les cas de le diabète. Il n'y a aucun matériau de reconstruction qui entre dans cette bande de Gaza. Il n'y a pas de médicaments dans les centres médicaux. Donc effectivement, les malades d'hypertension, de diabète et d'autres maladies chroniques ne peuvent pas être soignés. Et pour la journée mondiale du travail du 1er mai, le ministère palestinien du Travail a indiqué que le taux de chômage là, en Cisjordanie dépasse les 65% et dans la bande de Gaza les 92%. Effectivement, on ne voit pas comment les Gazaouis pourraient travailler puisqu'il n'y a pratiquement plus rien pour travailler. Et donc, il fait aussi froid pour l'instant à Gaza, malgré le fait que ce soit au mois de mai. Il y a peu de soleil. Là, c'est vraiment tout le point qu'il fait il y a depuis 2 jours. Ils ont 2 heures de soleil le matin, un peu l'après-midi. Le soir, il fait frais. Il fait très froid. Et donc, dans les camps, les gens bien sûr, ont froid. Ils ne mangent pas assez. Ils n'ont pas de quoi se couvrir. Il y a quelques toits qui possèdent des panneaux solaires, mais il n'y a pas assez d'électricité à cause de la pénurie. Et l'eau, il n'y a pas d'eau, suffisamment d'eau potable dans les foyers. Donc c'est très difficile, il dit, de décrire le quotidien et de raconter en fait cette souffrance quotidienne qui est éreintante et épuisante. Et lui encore arrive à peu près le matin à se préparer une tasse de thé ou de café, mais il n'y a pas de gaz, tout est très cher, tout a augmenté. Et ils disent, ils mangent un déjeuner, il y a des repas légers qui ne demandent pas beaucoup de feu. Donc souvent, il y a peut-être un petit déjeuner, il n'y a pas de dîner. Le soir, on mange des sandwichs le matin. Enfin, vraiment, chacun s'accommode pour se nourrir à minima. Ils s'occupent de centres éducatifs qui sont dans des immeubles qui ont été visés par des bombardements. Il y a une tente éducative dans un camp de déplacés. Et ils passent 2 heures par jour avec des enseignants et des enfants. Pour lui, des moments, bien sûr, de bonheur, même si quand il rentre, il est triste parce qu'il ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il tient, grâce au soutien de ses amis francophones avec qui il a encore quelques liens et qui lui apportent du soutien. Il y a quelques repas chauds, du matériel scolaire, des chaussures. Enfin, je crois qu'on a beaucoup de mal à imaginer comment les choses se passent sur place. Et il va voir sa maman qui habite à côté, qui habite chez son frère à 2 kilomètres. Sinon, il ne sort pas beaucoup. Voilà. Si on veut se faire une petite idée de ce qui se passe à Gaza à ce niveau-là, il est possible de se documenter en regardant des images de 1941-42 en Pologne et au ghetto de Varsovie. Ça vous donnera une image à peu près ressemblante de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Parce qu'à Varsovie et dans le ghetto, à cette époque-là, il n'y avait aucune nourriture, il fallait, si on voulait se nourrir un peu, trouver des patates ou des choses comme ça, il fallait franchir les barbelés du ghetto. Voilà.
Donc là, à Gaza, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'autorité. Et les commerçants imposent des prix du peu de produits qui rentrent dans l'enclave qui sont très chers. Et ce qu'ils ressent, et ça je pense que c'est terrible, c'est qu'ils sentent qu'il y a moins de solidarité maintenant à Gaza avec des prix de loyer qui ont augmenté. Et que par exemple les gens qui possèdent un générateur augmentent le prix de l'électricité. Et malgré leur volonté de survivre, il dit que les gens sont tristes. Lui, il tient grâce aux amis qu'il a à travers les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, il peut parler, raconter. Et je pense que quand il fait des billets comme ça l'aide effectivement à tenir le coup. Malgré tout, il ne se voit pas vivre en dehors de Gaza. Ça, c'est quand même extraordinaire d'être cet attachement à la terre. On la sent vraiment très très fort chez les Palestiniens. Pour lui, c'est son espace, sa ville natale, son refuge. En même temps, sa protection est quand même sa source de résilience et de vie. Et sa raison d'exister et d'espérer malgré le fait de vivre au milieu des ruines, quoi. Voilà, donc 97% de la population à Gaza souffre de l'insécurité alimentaire, 82% de la population survit difficilement grâce à l'aide humanitaire internationale souvent limitée, 15% touchent la moitié de leur salaire, c'est l'autorité palestinienne ou le gouvernement de Gaza qui verse cet argent. Mais une fois qu'on a payé le loyer, l'électricité, l'eau, le peu de nourriture... Le loyer à qui? Apparemment, il y a quand même des gens qui restent propriétaires, qui ont des maisons, même au milieu des ruines, des endroits qui n'ont pas été bombardés. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que je dis que c'est difficile d'imaginer la vie sur place quand on voit les photos. Heureusement, de temps en temps, il y a aussi des photos qui arrivent de tantes avec des enfants qui peuvent encore travailler. Et donc voilà un peu le point que fait Ziad Medoug. Donc il dit que la vie continue, il y a quand même des fêtes, des fiançailles, des mariages, des universités qui ont réparé des salles et qui proposent à nouveau des cours en présentiel, des commerces, il y a même des cafés qui ouvrent. Et malgré cela, tout est anormal parce qu'il y a la volonté, mais il y a le désespoir qui domine. Et voilà, c'est la vie à Gaza, quoi. Alors à fin avril, j'ai vu ça, il y avait eu des élections municipales dans un petit village qui s'appelle Der El Bala, qui est soi-disant la ville la moins détruite parce que je crois que là la population n'a pas été déplacée, qui est au centre de la bande de Gaza avec 70 000 habitants, mais il y a seulement eu 22% de votants, donc les gens forcément sont peu intéressés maintenant par les élections parce que ce soit le Hamas ou l'autorité palestinienne, ils sont complètement démunis, ils veulent du changement, mais en fait les préoccupations principales sont quand même la survie, de se nourrir et de se soigner, quoi. Donc voilà, dans la bande de Gaza, la souffrance devient banalité, la précarité réalité, la survie privilège et la patience rêve, mais si on ne peut jamais enfermer ni effacer, même si on ne peut jamais enfermer ni effacer l'espoir. Donc voilà ce que raconte Ziad Medoug. Et merci pour ces informations, pour ce billet qui... Oui, parce que quand on le voit dans des films qui ont été autoréalisés, c'est un peu père, voilà. Il a une femme et des enfants, et si vous voulez, il ne quitte pas Gaza avec sa femme et ses enfants au risque que tout le monde, un jour ou l'autre, risque d'être écrabouillé par une bombe ou un obus tiré par les Israéliens. Et comme le disait ma camarade il n'y a pas longtemps, au début de cette émission, en général, quand ils veulent tuer quelqu'un, ils y arrivent tous par tous les moyens. Oui, c'est pour ça que je suis étonnée qu'il soit encore en vie. Alors, il est au courant des informations, et c'est bien ce qu'on ressent ici quand il y a des manifestations, parce que là, avec la guerre en Iran, alors le Gaza et la Palestine passent complètement oubliés, comme si jamais rien passé. Et puis au Liban aussi. Et au Liban, le Liban qui a quand même, il y a plus de presque 1500 morts, des milliers de blessés, etc. Et c'est pour ça que quand on fait toutes ces manifs ici et qu'il y a des flottilles, on sait qu'il y a des Palestiniens, des Gazaouis qui vont être au courant, et ça leur donne quand même... Oui, ça leur montre qu'ils sont pas complètement... Voilà, ça leur montre qu'ils sont pas tout seuls et qu'il y a des tas de gens qui agissent avec eux parce qu'il y a quand même beaucoup de manifestations régulièrement. Donc quand on va en manif, c'est à ça qu'on pense que... Mais malheureusement, il y a beaucoup de gouvernements des soi-disant démocraties occidentales qui sont à donf derrière Israël. Voilà, ils sont... en soutien à Israël, comme la France, oui, parce que la France faux cul en façade, bien sûr on a reconnu la Palestine, bien sûr il y a une ambassade de Palestine en France, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a de concret contre l'État israélien pour
le freiner, rien. Rien, parce que l'accord d'association avec l'Europe est toujours pas Toujours stoppé. valide. C'est toujours ça, ce serait une des premières choses à faire, parce qu'il y a énormément de milliards qui sont concernés par cet accord d'association. Donc ce serait la première chose déjà à supprimer. Là aussi, il y a des pétitions qui circulent. Donc ça, ce serait. Et à propos de la flottille qui a été arraisonnée à 900 kilomètres des côtes israéliennes, ce qu'a évoqué ma camarade au début de cette émission, au début de ces presse-papiers, sur la réponse de nos diplomates, écoutez, les gens ils savent quand même que c'est dangereux d'y aller. Alors voilà, c'est comme quoi c'est vraiment, c'est si pitoyable. Ah ouais, c'est vraiment pitoyable, quoi. Et alors, pour terminer, là, c'est plus Gaza, mais c'est la France. Donc la France qui marque encore, bien sûr, des mauvais points. Ce sont les accidents du travail en France. Il y en a plus de 700 morts. Il y a plus de 700 morts chaque année. Ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation depuis plus de 20 ans. La France est classée en tête. Récemment, c'est 5 stagiaires qui sont morts en 2025 sur des lieux de stage. Ce sont des stages de 3e, des stages d'observation, en fait, qui sont pas du tout encadrés suffisamment. Donc des jeunes se retrouvent, par exemple, en agriculture, avec des machines qui ne savent pas forcément manipuler. Il peut y avoir des accidents. Et encore, ces chiffres-là sont très incomplets sur les accidents graves ou mortels, car il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas recensés, et il y a notamment aussi les travailleurs ubérisés, et je pense que là, tous ces travailleurs qui sont sur leur vélo 15 heures par jour, en fait, il y a forcément des accidents graves et des morts, quoi. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus que le bâtiment et d'autres, et même l'agriculture, emploient beaucoup de travailleurs sans papier. Voilà, et ceux-là, ils sont pas du tout, ils sont complètement invisibilisés dans les statistiques. ينقص في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنسف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راقي ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنبك جيش بيد مدارس وأما بتقفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناء علشان مات في الغرب جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية سدادت أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية
وتلك قضاء. كيف تعيش في سجن واسع، سنازينة ومن نار ورماد، وتقوم من تحت الأنقاض، تشعل في رقاب القاتل، تجمع أشلاك وتاكل، وري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة. من أين طريق الحرية، ومن أين توتا الدباب. مش فارقة العالم يتكلم، موت حر وما تعيش مسلم. دل جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين، علشان يستنكر ويدين. إن كما شئت فايدانا لما يجري جوا السلخان، مش هخف بارود الدان، ولا قادرة تركاله صباح. تلك قضية، هذا كفاية. Alors c'était une chanson égyptienne d'un groupe qui s'appelle Kairoki, et il a une chanson qui s'appelle Tel que Kadeya. C'est une chanson qu'ils ont écrite en novembre 2023.